Tout le monde peut devenir entrepreneur. Ça, c'est la croyance propagée par tous les formateurs en ligne. Tu les vois sur les pubs YouTube. Mais est-ce vraiment le cas ? Entreprendre est un moyen redoutable de devenir riche. Mais qu'y a-t-il vraiment au-delà des discours et des réussites spectaculaires ? On a tous déjà vu passer un entrepreneur millionnaire sur YouTube. Tu en connais peut-être même un. Et on entend tous les jours des histoires sur les milliardaires. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas les idées de Mark Zuckerberg, la personnalité d'Elon Musk ou encore le génie de Bill Gates. On dirait que l'entrepreneuriat est réservé à une élite, à des gens différents. Alors, est-ce que tout le monde est fait pour lancer sa boîte ? Et est-ce que tout le monde réussit dans l'entrepreneuriat ? Je m'appelle Gabriel Jarosson, j'ai créé 7 entreprises, j'en ai vendu 3 et j'en ai échoué 4. Mais surtout, j'investis dans des entreprises depuis 2013. En 10 ans, j'ai parlé à plus de 10 000 entrepreneurs. Et depuis 2017, avec 700 Français, nous avons transformé 20 millions en 50 millions sans entreprendre. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi Elon Musk n'a pas fait sa fortune directement dans l'entrepreneuriat. Tu verras comment rejoindre l'élite sans sortir de chez toi et comment toi aussi tu peux t'enrichir sans créer ta boîte. Depuis une cinquantaine d'années, les histoires des plus riches se ressemblent presque toutes. Pour ne citer que, Mark Zuckerberg, Elon Musk et Bill Gates sont tous devenus millionnaires avant leurs 30 ans. Et aujourd'hui, ils pèsent des milliards et ils sont dans les plus grandes fortunes mondiales. Au milieu des années 90, le jeune Elon Musk crée avec son frère Kimball un logiciel qui s'appelle Zip2 et qui aide les journaux comme le New York Times à se convertir au numérique. Il devient multimillionnaire à 27 ans en le revendant à Compaq, le fabricant d'ordinateurs, pour 300 millions de dollars. Mark Zuckerberg a monté Facebook dans sa chambre d'étudiant et est devenu millionnaire à 22 ans, seulement 2 ans après avoir créé son site. Bill Gates, de son côté, est devenu millionnaire à 26 ans en fondant évidemment Microsoft. Alors, en voyant ça, tu te dis peut-être, comme beaucoup de monde, eh ben moi aussi, je vais monter ma boîte et je vais devenir riche. Et comme beaucoup de monde, tu viens d'être victime d'un biais redoutable. Oui, les Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk ont réussi. Et ils sont une source d'inspiration. Mais ils ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Tu ne vois que dans les médias, sur le web, à la radio, parce qu'ils ont réussi. Et les autres alors ? Mais personne ne fera de reportage sur ceux qui n'ont pas réussi. C'est ce que l'on appelle le biais du survivant. Le biais du survivant est un biais cognitif qui introduit chez nous une erreur de raisonnement qui fait que l'on se concentre uniquement sur les éléments qui ont survécu à un processus et pas sur les éléments qui n'ont pas survécu à ce processus. Un exemple classique est celui des avions de combat pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les avions qui revenaient de mission étaient souvent criblés de balles et de tirs de mitrailleuses. Les autorités militaires ont donc décidé de renforcer les zones qui étaient touchées, car c'était censé être les plus vulnérables. Mais le mathématicien hongrois Abraham Wald a fait remarquer que le raisonnement était faussé. En effet, il ne prenait pas en compte les avions qui n'étaient pas revenus de mission. Les avions qui avaient été touchés dans d'autres parties n'avaient pas pu rentrer à la base, ils s'étaient écrasés, ce qui signifie qu'en fait, les zones les plus vulnérables sur les avions qui reviennent sont celles qui n'ont pas été touchées. Pour revenir aux entrepreneurs à succès, c'est exactement la même chose. C'est ceux qui réussissent qui font parler d'eux. Et c'est pour ça qu'on entend parler d'Elon Musk, de Mark Zuckerberg et de Bill Gates, car ce sont les plus grandes réussites. Alors qu'à l'inverse, ceux qui sont en train de galérer, eh bien personne ne parle d'eux, et on parlera d'eux seulement s'ils arrivent à réussir un jour. Alors, quel avantage injuste ont les entrepreneurs qui réussissent ? Eh bien, toutes ces personnes avaient des choses en commun. On entend souvent « tout le monde peut devenir un entrepreneur ». Mais à mon avis, la formule est uniquement bonne pour vendre des livres. Toi aussi, tu as certainement vu tous ces formateurs en ligne qui te promettent de devenir riche grâce au e-commerce, à l'affiliation, au dropshipping, etc. Selon moi, ce qui fait qu'on peut être un entrepreneur ou pas, c'est notre capacité à savoir encaisser les coûts encore et encore. Parce que l'entrepreneuriat, c'est très difficile et ça marche quasiment jamais du premier coup. Alors bien sûr, il y a quelques chanceux, des gens qui réussissent du premier coup. La chance a son rôle à jouer. Mais même si tu as de la chance au démarrage de ta boîte, tu n'auras pas de chance toute ta vie. Il y a des moments dans la vie où on a de la chance et des moments où on a moins de chance. C'est normal, c'est pour ça que ça s'appelle la chance. Donc voilà ce que ont les 1% des gens qui réussissent, une détermination que seulement 1% des gens ont. Il faut vraiment avoir ce que moi j'appelle le feu sacré. Il faut l'avoir au fond de toi, dans tes tripes. Et si tu ne l'as pas, tu vas probablement abandonner. Tu passes d'échec en échec, de challenge en challenge et de remise en question en remise en question. Tu vas devoir faire de la prospection pour trouver des clients et tu vas essuyer des dizaines, souvent des centaines ou des milliers de refus. Tu vas faire des mauvais recrutements qui vont mal se passer et devoir faire énormément d'efforts pour assumer ces choix-là. Tu vas devoir choisir entre travail et vie perso. Et souvent, tu seras obligé de choisir le travail. Ça va dérégler ta vie. Et tu risques souvent de passer au bord du burn-out et tu devras quand même continuer. Sans expérience, tu risques de faire des erreurs,
qui vont te faire perdre du temps, qui vont te faire perdre beaucoup d'argent. Et l'expérience, il faut du temps pour l'acquérir. Et je pense que tout le monde n'a pas cette envie-là. Et ce n'est pas une critique, loin de là. Une étude de l'INSEE a révélé que plus d'une entreprise sur 2 échoue dans les premières années de sa création. Et ça ne prend même pas en compte les micro-entreprises qui sont encore plus fragiles. Ça ne prend pas en compte non plus les pivots, c'est-à-dire les gens qui changent d'idée sans fermer leur entreprise. Ça veut quand même dire que leur première idée, elle a elle aussi échoué. J'ai vu passer des milliers d'entrepreneurs ces 10 dernières années et je peux te dire qu'à mon avis, le taux d'échec, il est plutôt autour des 90%. Tout le monde n'est pas fait pour encaisser ses échecs. On peut prendre mon exemple personnel. Je dis en me présentant que j'ai créé 7 startups et que j'en ai vendu 3. Si tu fais le calcul, c'est facile de voir que j'en ai échoué 4. Et j'ai au moins autant appris de mes 4 échecs que de mes 3 réussites, si ce n'est beaucoup plus. Notamment parce que 4 fois dans ma vie, ça m'a fait très très mal. Et je repense forcément notamment à mon premier vrai échec, où j'étais vraiment au bord du burn-out, où j'étais en mauvaise santé, où j'étais déprimé, il n'y a plus rien qui allait dans ma vie, y compris dans ma vie perso, et c'est parce que j'étais en échec sur ce business. Et ça, ce n'est qu'un seul exemple. Après chaque échec, tu te regardes dans le miroir et tu te dis « je suis nul, je vais pas y arriver, je devrais peut-être faire autre chose ». C'est très désagréable, et vu que ça fait extrêmement mal, la majorité des gens abandonnent à ce moment-là. Et ceux-là, tu n'en entends jamais parler, alors que c'est la majorité. Mais alors, est-ce qu'il existe un autre moyen de devenir riche sans passer par tous ces problèmes et sans y laisser son âme? L'autre route que beaucoup regardent du coin de l'œil, c'est l'investissement. Et si tu es ici, tu en fais partie. Alors évidemment, on pense tous en premier à l'immobilier. J'entends tous les jours parler de millionnaires de l'immobilier. Mais ce qu'ils ne te disent pas, c'est que la majorité de leur fortune est en fait détenue par la banque. Cette banque à qui ils sont obligés de faire des virements tous les mois pour rembourser petit à petit leurs dettes. Et oui, le levier de la banque est très intéressant, mais la banque est toujours propriétaire de ton bien tant que tu ne l'as pas remboursé. Et pour rembourser un prêt, il faut entre 15 et 30 ans. Alors, il y a la bourse, évidemment, mais il y a 3 problèmes qui reviennent souvent. Premièrement, il faut être passionné et passer sa vie à lire les dernières infos financières. Deuxièmement, il faut énormément y passer de temps. Et troisièmement, il faut aussi attendre très longtemps avant que ça fonctionne. Si vous n'êtes pas prêt à détenir une action pendant 10 ans, ne pensez même pas l'acheter pour 10 minutes, disait Warren Buffett. Warren Buffett, bien sûr, il est multimilliardaire. À 93 ans, il est la 6e fortune mondiale. Son premier investissement, il l'a réalisé à 11 ans. En mars 1942, ce jour-là, il a acheté 3 actions pour un coût de 114 $. Ça fait quand même 80 ans d'investissement continu et rigoureux sans la moindre erreur. Ce n'est pas pour rien que Warren Buffett est reconnu comme un génie et considéré comme l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Mais même si le meilleur investisseur de tous les temps a dû attendre d'avoir 56 ans pour devenir milliardaire, alors que Zuckerberg, Musk et Gates étaient tous devenus milliardaires bien avant, autant te dire que c'est pas la bourse qui va te rendre riche si simplement. On a donc le même problème qu'avec l'immobilier, à moins d'avoir un patrimoine de départ très important, eh bien ça va être très très long de devenir riche comme ça. La bourse et l'immobilier finalement, ce sont de très bons moyens de rester riche et d'entretenir ta fortune. Mais pour créer une fortune à partir de zéro, c'est vraiment trop lent. Je pense que comme moi, tu n'as pas envie d'attendre d'avoir 56 ans pour devenir riche et tu as envie d'en profiter avant. D'ailleurs, je n'ai même pas attendu d'avoir 30 ans pour devenir millionnaire. Et si tu te demandes comment j'ai fait, eh bien je te rassure, je ne suis pas devenu millionnaire grâce à la crypto. J'y ai investi une toute petite partie de mon patrimoine, mais pas plus, car la crypto est extrêmement volatile et risquée. Et même si elle est porteuse de belles promesses pour l'avenir, eh bien, ce qui s'est passé ces 3 ou 4 dernières années nous montre bien que c'est pas du tout un investissement assez certain pour y mettre une grosse partie de son argent. Alors, si l'entrepreneuriat est trop dur, que la bourse et l'immobilier sont trop lents et que les cryptos sont trop incertaines, que reste-t-il? Pour moi, il existe une vraie méthode pour s'enrichir relativement rapidement. Cette méthode utilise les bénéfices de l'entrepreneuriat et de l'investissement en limitant drastiquement leurs inconvénients. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la méthode utilisée par Elon Musk pour devenir l'homme le plus riche au monde. Voici une citation de Tai Lopez que j'aime beaucoup. Les milliardaires ne sont pas devenus milliardaires en investissant en bourse ou dans la S&P 500. Ils ont presque tous utilisé un concept assez simple, le DAE. DAE, ça veut dire Depreciated and Early. En français, déprécié et tôt. Donc, d'après cette théorie, les milliardaires sont devenus milliardaires parce qu'ils ont investi dans des entreprises tôt qui ont ensuite explosé ou dans des entreprises en difficulté ou à bas prix ou parfois les deux en même temps. Et attention, investir, ce n'est pas que de l'argent, bien sûr. Ça peut être du temps et de l'énergie, comme les entrepreneurs. Mais c'est rarement le cas, puisque finalement, c'est la phase de démarrage du business qui est la plus compliquée
et la plus risquée, la plus susceptible de mener à un échec. Avec du capital, l'effet de levier est bien plus grand. Elon Musk l'a bien compris. En 1995, il crée Zip2. En 99, Zip2 est revendu 300 millions, il empoche 15 millions. Avec ses fonds, Elon Musk crée X.com et investit dans PayPal. En 2001, les deux fusionnent et il se retrouve à la tête de PayPal. En 2002, eBay rachète PayPal et Elon Musk empoche 175 millions de dollars. À nouveau, en 2004, il investit 50 millions dans Tesla. Car oui, il n'est pas le fondateur de Tesla, mais son plus gros investisseur. La suite, évidemment, on la connaît. Alors, voici cette fameuse méthode. Cette méthode, c'est les startups. Elon Musk est indéniablement un entrepreneur de génie, mais sa fortune s'est faite sur des entreprises dans lesquelles il avait investi. Investir dans les bonnes startups au bon moment peut fournir des retours colossaux. Certains des premiers investisseurs de Airbnb ont multiplié leur investissement par 31 000 lors de l'introduction en bourse en 2020. Maintenant que je t'ai dit ça, tu te dis sûrement deux choses. Premièrement, tu te dis « Ah oui, mais attention, les startups, c'est risqué, Gabriel. Il n'y a pas 9 startups sur 10 qui échouent, justement. » Et deuxièmement, tu te dis « Mais moi, j'ai pas des millions à investir comme Elon Musk, même si je savais comment trouver ces startups. » J'ai entendu ces phrases des milliers de fois ces 10 dernières années. Mais est-ce vraiment le cas? Voici la réalité. Pour la première question, oui, c'est effectivement risqué d'investir dans les startups. Surtout si tu investis n'importe comment. Comme le font la majorité des gens, évidemment. Pour certains, ce type de phrase est simplement une excuse pour ne pas investir. Et pour d'autres, c'est simplement une excuse pour justifier leur perte. La première fois que j'ai entendu cette phrase, c'est quand j'ai rejoint le plus gros club de business angel de France, à Paris, en 2014. Je sortais tout juste du petit club d'investisseurs de mon école et j'avais envie de plus d'investissement et donc j'arrive là tout fier. J'avais des étoiles dans les yeux et je peux te dire que la réalité du terrain me les a vite enlevées. Déjà, la moyenne d'âge était le triple de mon âge et les process pour investir étaient extrêmement lents. Mais ça encore, ça peut aller. Ce qui m'a vraiment frappé est beaucoup plus effrayant que ça. Les projets défilaient devant nous et on devait voter pour dans quel projet on voulait investir. Quand je voyais les entreprises sélectionnées, il y a quelque chose que je comprenais pas. À chaque fois, ces boîtes finissaient par couler et on voyait très tôt qu'elles avaient pas beaucoup de chance d'y arriver. Alors j'ai fini par leur demander, mais attendez, pourquoi vous investissez dans ces boîtes qui coulent? Vous voyez bien que ça fonctionne pas d'investir comme ça. La réponse, ah tu sais Gabriel, c'est comme ça, 9 startups sur 10 échouent. La fatalité. Ça me rendait complètement fou. Alors, j'ai commencé à analyser tous les échecs de ces boîtes pendant des années. J'ai investi beaucoup d'énergie et de temps pour comprendre la recette des startups qui réussissent et qui rapportent un gros gain financier à leurs investisseurs de départ. C'est comme ça que sont nés mes critères d'investissement. Et après mes analyses, en surfant sur Internet, j'ai aussi très vite compris que les startups que je cherchais n'étaient pas à cet endroit-là. Fin 2016, j'avais investi dans 8 startups. Et j'avais déjà fait 2 exits, 5 autres boîtes de mon portefeuille étaient en hyper croissance et donc seulement un échec. 1 sur 8, c'est très loin du pronostic qu'on m'avait annoncé. Et surtout, je n'ai pas investi des millions, je ne les avais pas. La bonne méthode permet de savoir en amont si une startup a de fortes chances de réussir ou pas, et d'y investir avec seulement, par exemple, 1500 €. C'est exactement ce que je fais aujourd'hui, car depuis 2020, je n'investis que dans les 1% du meilleur vivier de startup au monde. Il s'agit du Y Combinator, l'incubateur de startup à San Francisco dans la Silicon Valley, d'où sont sortis des mastodontes comme Airbnb, Stripe ou Dropbox. J'ai éliminé toutes les autres sources de deals, notamment en Europe. Mais surtout, j'utilise 9 critères indiscutables pour dénicher parmi ces startups celles qui ont les fondamentaux ultra solides leur permettant de réussir. Chaque année, j'analyse entre 3 et 5 000 dossiers de startups pour n'en retenir que la crème de la crème, moins de 1%, et y investir mon argent perso avec plusieurs centaines d'investisseurs particuliers. Depuis 2020, ces 9 critères m'ont permis d'investir 20 millions de dollars. Et grâce à cette sélection de qualité, ces 20 millions de dollars en valent aujourd'hui 50. Soit x 2,5 en moins de 3 ans et une rentabilité annuelle de plus de 50%. Si tu veux savoir comment je sélectionne toutes ces startups et comment toi aussi tu peux faire pareil, eh bien tu peux tout simplement télécharger gratuitement mes critères d'investissement, ceux dont je viens de te parler. Le lien est juste en dessous de la vidéo. C'est totalement gratuit et tu verras comment je trouve les meilleures startups au monde et tu pourras faire exactement pareil.